Salut Antoine, Salut, bienvenue merci beaucoup. chez nous. Heu, Au travers de nos différents échanges, tu as pu me présenter, à la fois ton métier, et à de multiples reprises, parler d'addiction et j'y voyais une résonance avec, mes propres découvertes sur, des addictions que j'ai depuis quelques années maintenant c'est une occasion rêvée pour te poser cette première question, à savoir ce qu'est une addiction? OK. Alors moi, j'ai une définition que j'aime beaucoup qui vient de Gabor Maté. Je l'aime bien parce qu'elle est à la fois simple, claire et sans jugement. Et cette, définition, c'est quoi? Bah, c'est en fait une addiction, Ouais. c'est simplement une habitude avec des conséquences négatives. Donc en fait, ça change beaucoup de choses parce que, il y a pas de, question, de, hem, culpabilisante par rapport à ça. C'est simplement un constat factuel de ce que c'est et en fait, ces conséquences négatives, alors en général, c'est pas mal de pouvoir les identifier. Il y en a plein. Ça peut être, baisse d'énergie, baisse de motivation. Ça peut être, une forme d'isolement parfois chez certaines personnes parce qu'il y a une baisse de l'estime de soi qui entraîne parce que beaucoup pourquoi baisse de l'estime de soi? Parce que pas mal de culpabilité par rapport au fait d'avoir des addictions ou, un sentiment peut-être de honte qui peut s'installer et donc on se recroqueville. Ça peut arriver dans certains cas. Il peut y avoir des difficultés autour des pensées négatives qui reviennent beaucoup, puisque comme on a une tendance à les éviter, du coup, elles reviennent en force. Et puis une difficulté parfois à gérer l'ennui et la frustration. OK. Donc ça, c'est les conséquences négatives qui vont peut-être permettre à certaines personnes de se dire: «Ah tiens, est-ce que je suis pas dans le schéma d'une manière ou d'une autre?» si elles sont dans une, démarche de prise de conscience. Heu, Ce qui fait que certaines personnes ne réagissent pas face à une addiction, c'est qu'elles constatent pas encore d'une manière assez flagrante ces conséquences négatives. OK. Tu parles de conséquences négatives principalement sur, j'allais dire, le mental, sur cet aspect, psychique, sur le physique aussi peut-être? Oui, évidemment, certaines personnes qui vont venir me voir, par exemple, par rapport à une addiction, certaines vont s'inquiéter pour leur santé parce qu'il y a des problèmes qui se sont déclarés. Alors je pense pas que l'addiction soit la cause de ces problèmes de santé, bizarrement, même si c'est vrai que certaines substances sont plus ou moins toxiques. Mais en fait, ce qui est très toxique aussi, c'est le fait de ne pas, être à l'écoute de ses émotions, puisqu'en fait, elles s'accumulent comme une forme de tension en soi et donc tant qu'on n'y a pas fait face, en fait, ça crée beaucoup d'inflammations, de tensions, de choses comme ça, qui elles-mêmes, si, laissées trop longtemps dans la durée, heu, comment dire? Non traitées, elles vont se retrouver cause de maladies. En tout OK. cas, c'est ce que je constate régulièrement. Alors, pourquoi on développe une addiction? OK. Simplement, alors c'est vrai que, ça peut paraître tout bête, mais à la base de cette addiction, il y a un besoin ou plusieurs besoins auxquels on cherche à répondre. Ouais. Alors, chez certaines personnes, ça va être le besoin d'évasion, d'aventure, de liberté. Chez d'autres, ça va être le besoin d'affirmation par rapport peut-être à un contexte où il n'y a pas peut-être de place pour, s'exprimer et donc tout ce qui est d'ordre, par exemple, des émotions est invalidé ou critiqué. Ça se constate beaucoup chez certaines personnes qui ont vécu dans un contexte familial où les émotions n'avaient pas leur place. Donc Ouais. on va utiliser les addictions pour pouvoir enfin s'autoriser à dire les choses parce que sinon on a toutes ces voix qui viennent nous préoccuper, les voix notamment des parents, des proches, qui viennent, inhiber en fait l'expression et donc l'addiction va nous permettre de dépasser ça et de pouvoir s'exprimer enfin, d'exprimer ses besoins, ses limites et tout d'un coup on se reconnaît, on se retrouve parce que on est, heu, on est «pleinement soi» entre guillemets. Ouais, j'allais Heu, dire, c'est un travail sur soi et tu viens d'évoquer le fait, c'est, être pleinement soi, pouvoir, quelque part prendre sa place sans passer par, différents produits qui, vont permettre d'inhiber les choses qui, nous et empêchent exactement. Mais de à la base, initialement, on développe cette addiction justement parce qu'on n'a pas de stratégie pour le faire et donc c'est l'addiction qui va nous aider. En fait, on va donner à l'addiction cette capacité de nous aider et c'est vrai que dans un premier temps, elle nous aide à remplir cette, fonction, à être dans ce certain état. Alors pour certains, ça va être, un besoin d'énergie, heu typiquement, la cigarette qui va nous permettre de nous redonner un petit coup de peps, le café, même si le café, c'est pas vraiment une grosse addiction, mais c'est en tout cas le fait de dire que cette substance ou parfois cette personne
va nous donner quelque chose. Donc on se projette sur le fait que quelque chose d'extérieur va nous aider à remplir un besoin. Ouais. Et c'est ça le mécanisme principal. Alors parfois, c'est aussi très drôle, ça peut être autour des identités. Parfois, ça va nous aider à être cool ou être rebelle et à appartenir à un certain groupe. Ouais. Et donc, il est important de comprendre aussi comment ce mécanisme fonctionne, mais ça, on en parlera sûrement plus tard. OK, Voilà. très bien. Comment une addiction est-elle maintenue? Et ben, en fait, c'est déjà expliqué, finalement, les questions se recoupent, heu, puisqu'on a donné un certain pouvoir, notamment à une substance, Ouais, heu, et parfois à une personne, c'est là où on a la notion de ouais, dépendance ouais, affective. carrément. On lui a donné ce pouvoir, inconsciemment souvent, de remplir ce besoin. Et donc, tant que cette association est faite entre, par exemple, cigarette, pause, alcool, soulagement, détente, cocaïne, énergie. C'est quelques exemples. En fait, il y en a autant qu'il y a de personnes, des exemples comme ça. C'est-à-dire que chaque personne va avoir un besoin, souvent un besoin principal euh, qui est, euh, qui est adressé par l'addiction. Et tant que cette fonction est inconsciemment enregistrée, et, ben, et tant qu'il n'y a pas d'autre stratégie pour arriver à ce besoin, l'addiction est maintenue. OK. En tout cas, c'est beaucoup plus facile de se débarrasser d'une addiction une fois, mais ça on en parlera aussi un peu plus en détail tout à l'heure, une fois que cette association est défaite, forcément. Donc ton premier travail, si je comprends bien, c'est déjà de pouvoir comprendre, ce schéma, dans cette notion d'addiction, du ressenti physique, de l'émotion qui peut, s'en dégager et en parallèle de donner, de transmettre des outils qui vont permettre de, comme tu l'évoquais, de défaire, ce schéma pour reconstruire un nouveau schéma qui va permettre de se défaire de l'addiction. Ouais, et ben justement, alors comment on se débarrasse d'une addiction? C'est exactement ce que tu expliqué, c'est-à-dire que dans un premier temps, et là il y a une image que j'aime beaucoup, c'est celle de Thomas d'Ansembourg, qui utilise cette métaphore du piège à loup. Ouais, En fait, imagine que quand tu as une addiction, tu es pris dans un piège à loup, et donc face à ça, tu as 2 réactions, on va dire, possibles, principalement. Soit il y en a une, tu te débats parce que tu es en crainte, tu te dis: «Mince, je me suis blessé, je suis, coincé dans quelque chose», et tu essayes de te débattre. Là, le risque, et c'est d'ailleurs ce que je vois souvent chez les personnes qui viennent me voir, c'est qu'elles ont eu, cette première réaction dans un premier temps. Donc elles vont essayer d'y aller par la volonté, de forcer un peu. Elles vont, par crainte du coup, essayer plein de choses, mais sans avoir regardé un petit peu les mécanismes. Et donc, bah, il y a un phénomène qui se crée de bah, j'ai peur de l'échec, parce qu'il y a eu plusieurs échecs suite à ce mode d'approche, et peut-être même une sorte de traumatisme du fait d'avoir échoué plusieurs fois et de se dire bah, en fait je suis pas capable de. Et ça, en fait, c'est des blessures, comme si tu essayais de te sortir du piège à loup, du ouais, piège à loup, et que tu te blessais en tirant. Donc ça, c'est une première approche. Elle est pas condamnable du tout, parce qu'en général, c'est la première la qui nous première. vient, Ouais. et c'est OK. Et d'ailleurs, c'est réparable aussi, hein, ces traumatismes liés à l'échec et tout ça. C'est pas un problème en soi. Ça s'apaise, ces échecs et ces blessures liées à ce premier mode de réaction. L'autre mode de réaction, et c'est celui donc on était en train de- de- d'envisager, c'est donc toujours en prenant l'image de ce piège à loup, bah, c'est de regarder en fait comment on est pris dedans, comment il est construit ce piège à loup. Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes, des petits ressorts, des petits boutons sur les côtés? Comment il est accroché, comment il serre la jambe? Bah, c'est exactement pareil avec les addictions. On va regarder comment, déjà, quel besoin est lié à cette addiction, donc Ouais. souvent, ou sont liés, parce que souvent il y en a plusieurs, et ben, ensuite de réfléchir dans quelle situation justement ces besoins s'affirment, enfin en tout cas se déclarent, et est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres manières de répondre à ces besoins. En fait, il y a un aspect aussi qui est important, et je pense que c'est un gros mythe social autour de la mauvaise volonté, d'y mettre de la mauvaise volonté. C'est quelque chose, on a beaucoup appris, on a beaucoup posé de responsabilité sur la notion de volonté. Et ça, c'est une grosse erreur, parce que, en fait, l'énergie de la volonté, elle est souvent limitée. C'est une pile, en fait. Il faut voir ça comme une pile, l'énergie de la volonté. Et que si on base toute notre stratégie de libération des addictions sur la volonté, en fait, on risque
il y a un gros risque d'échouer. Pourquoi? Parce que en fait, souvent, cette volonté, elle est déjà sollicitée par ailleurs beaucoup. Surtout chez les gens qui ont des addictions. Pourquoi? Heu, Imagine que tu as, un travail qui te prend beaucoup, beaucoup d'énergie parce que, bah, en fait, une des raisons pour lesquelles tu as développé ces addictions aussi, c'est parce que, bah, ton travail te convenait plus et tu voulais pas aller voir, en fait, les émotions qui étaient liées à ce travail. Ouais. Et donc tu fais un travail qui te convient plus, mais donc le fait de maintenir cette activité, de le faire malgré tout, ça te prend énormément de ressources. Donc à la fin de la journée, tu es déjà épuisé moralement, mentalement par rapport à ça. Le fait de maintenir aussi parfois des relations qui sont hyper énergivores. Pareil, tu te retrouves dans une situation où tu as du mal à poser des limites dans une certaine relation, tu as quelqu'un qui te prend beaucoup d'espace, qui te sollicite beaucoup, ou alors qui te met dans des états émotionnels très intenses. Bah, ça pareil, pour, retrouver une forme d'équilibre, émotionnel à chaque fois, ça te prend beaucoup de ressources. Et donc si cette énergie de la volonté, elle est déjà mise à disposition de ces ressources dont tu as besoin pour aller mieux, pour retrouver un équilibre émotionnel, bah, il y en a plus pour sortir de l'addiction, c'est pas possible. La dernière chose qui peut être relativement énergivore, bah, c'est le fait d'avoir beaucoup d'émotions à l'intérieur de toi que tu essayes de contenir, bah, pour pas, parce que socialement elles ont pas forcément leur place ou tu trouves pas l'endroit en tout cas pour les exprimer. Et donc l'énergie de contenir ces émotions, pareil, ça va prendre beaucoup de volonté. Donc pour revenir à cet aspect de volonté, si elle est déjà utilisée beaucoup par ailleurs, et ben c'est impossible que tu puisses la mettre à disposition pour t'aider à sortir de cette addiction. OK. Souvent, d'ailleurs, j'ai souvent des personnes, notamment autour de la nourriture, qui viennent me voir et elles viennent me voir pour diminuer leur consommation de nourriture, mais en fait, ce qu'on voit très très vite, c'est qu'elles sont dans des patterns de relations qui sont dysfonctionnels. OK. C'est parce qu'elles n'arrivent pas à exprimer leurs besoins ou leurs limites. Et donc, de ce fait-là, il y a un vide, un manque, une difficulté, et cette difficulté est compensée par la nourriture qui est souvent liée aussi au besoin d'être entendu, d'être aimé. Donc voilà typiquement un exemple de situation qui peut se passer. Alors, je pense que j'ai déjà un début de réponse, mais je vais quand même te poser la question parce que je comprends bien que tout ne repose pas sur la volonté pour pouvoir se défaire des addictions. Alors, concrètement, comment se défait-on d'une addiction? Ouais. Alors, donc tout à l'heure, je parlais du fait que, et c'est d'ailleurs toi qui l'a remis en évidence, heu, que dans un premier temps, donc il faut mettre de la conscience, observer les mécanismes. Ça, c'est la première chose, de bien comprendre, ben, en fait, à quels besoins j'essaye de répondre. Une fois qu'on a cette cartographie des besoins, auxquels on essaie de répondre, il y a une deuxième cartographie qui est très parallèle à ça et qui est aussi importante, c'est de voir toutes les émotions ou toutes les situations qui m'empêchent de répondre à ce besoin, ou à ces besoins. Et donc en fait, ce qu'on va voir, c'est que, on cherche à accéder à quelque chose, mais sur ce chemin pour y accéder, il y a quelque chose qui obstrue. Souvent des peurs, des croyances, des difficultés, émotionnelles, des choses qui sont lourdes, et qui empêchent l'accès à ça. Donc comment on résout ça? Alors, la pleine conscience aide beaucoup, si on a envie si on n'a pas la possibilité de le faire d'une manière accompagnée, la pleine conscience peut aider beaucoup à ça. Seulement c'est plus lent. Il faut accepter le fait que ça prenne beaucoup, beaucoup de temps, puisque en fait, chaque jour, on a pareil une énergie relativement limitée pour mettre de la conscience sur certaines choses. Après, on doit travailler, enfin bref, on a d'autres occupations et quand on n'est pas habitué à être dans ce schéma de conscience, bah, ça peut prendre beaucoup de temps. Si on est accompagné, l'avantage, c'est qu'il y en a un qui peut être vraiment en conscience de ce qui se passe et de sentir là où sont les points névralgiques, et l'autre qui peut pleinement se concentrer à s'écouter, à écouter ses intuitions. Donc en fait, ce duo est quand même beaucoup plus efficace en général. Donc ça, c'est la première chose, mettre de la conscience sur les mécanismes. Et ensuite, bah, c'est répondre à ses besoins d'une autre manière. Et là, il y a deux axes principaux pour répondre à ces besoins. Le premier axe, c'est y répondre d'un point de vue purement émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, j'ai besoin de me détendre et c'est pour ça que je fume. Et ben, on va aller sonder à l'intérieur grâce au pouvoir de l'évocation, de l'imagination, de l'intuition, via ce qu'on appelle l'hypnose, mais c'est une hypnose un peu particulière qui s'appelle l'hypnose interactive que j'ai développée et elle est plus intense pour moi et plus profonde que l'hypnose ericksonienne. Pourquoi? Parce que
moi, je viens pas avec un script préfet. Le script, c'est la personne qui va, avec ses propres outils, sa propre imagination, comme dans un rêve, en fait, un peu. Elle va utiliser ses propres symboles pour représenter, à la fois cette émotion positive qu'elle a besoin d'ancrer et donc moi, je vais l'aider à s'ancrer dedans, à rentrer dedans. Donc, souvent, ça va être, la personne va utiliser des notions de paysage ou des souvenirs très intenses dans lesquels il y a beaucoup de ce sentiment-là et moi, je vais simplement lui dire, l'inviter à vraiment à se poser dedans, dans cet espace, pour qu'elle recrée un espace intérieur lié à ce besoin émotionnel. Et dans un deuxième temps, on va accueillir toutes les peurs, toutes les choses dont je parlais tout à l'heure, qui se mettent en travers de, du chemin entre soi et cette émotion. Donc, imagine, l'image que je prends souvent, c'est Google Maps, Waze. Donc, ta destination, c'est l'émotion positive. Et en fait, il va falloir faire des détours puisqu'il y a ces émotions-là qui sont au travers du chemin. Et l'idée, ça va être de débloquer ces bouchons qui se mettent et qui t'empêchent d'accéder de manière très fluide à ces besoins-là. Donc OK. ça, c'est purement sur le plan émotionnel. Et puis après, il y a, donc on va dire même le monde intérieur. Mmh. Et le deuxième axe, c'est donc le monde beaucoup plus concret, pratique, physique qu'on connaît. Et ça, c'est le coaching qui va beaucoup plus nous aider sur cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va essayer de comprendre, typiquement, mettons que tu aies besoin de ressentir un sentiment d'aventure qui soit lié au fait que tu aies une certaine addiction. Je ne sais pas, peut-être souvent, peut-être le côté, on peut dire du pétard, par exemple, peut apporter ce côté-là un petit peu d'être dans un état un petit peu plus, une vibration un peu plus élevée qu'on peut ressentir dans les moments d'aventure, d'évasion, etc. Euh, donc là, l'idée, ça va être de regarder en quoi concrètement aujourd'hui son besoin, à quel niveau ta vie t'aide à répondre à ce besoin. Donc, mettons que tu vas me dire, bah, en fait, sur ce besoin, peut-être que voilà, mon sentiment d'évasion et d'aventure, pourtant c'est important pour moi, bah, peut-être qu'il est à 3 sur 10. Et on va regarder quelles actions on pourrait mettre en place pour optimiser ce sentiment-là dans ta vie. Qu'est-ce que tu devrais faire, typiquement, pour remplir ce sentiment-là? Et si tu arrives à le remplir autrement, et ben forcément, tu auras beaucoup moins besoin de l'addiction puisque tu auras Ouais. trouvé une nouvelle stratégie. Et ça marche pour évasion aventure, ça marche pour énergie, ça marche pour liberté. Peu importe le besoin que tu essayes de trouver, à partir du moment où on arrive concrètement à trouver des petites actions, alors il faut qu'elles soient évidemment dans les bases du coaching, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient accessibles, réalisables, simples à mettre en place, qu'il n'y ait pas trop de friction par rapport à ça. Si, plus il y a de friction, moins il y a des chances qu'elles se réalisent. Mais sous réserve qu'il y ait ces conditions-là et qu'elles soient aussi, on va dire, dans une proximité temporelle assez proche, euh, sous réserve qu'il y ait ces conditions-là, du coup, on peut mettre ça en place. Et donc, ça nous permet, tu vois, avec ces deux axes, de répondre à la fois à la partie intérieure Intérieur. et à la partie concrète. Parce que, mine de rien, même si il y a l'addiction est souvent qualifiée de béquille émotionnelle, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la notion concrète. Est-ce que tu as quelques exemples, d'addiction, que tu as pu traiter, récemment? Ouais, tout à fait. Alors, il y a un premier exemple que j'aime beaucoup, d'une cliente que j'ai eue qui fumait, et elle a réalisé qu'elle fumait principalement pour se redonner de l'énergie. En fait, elle avait beaucoup de moments, notamment le matin et après repas, où elle se sentait, enfin, très prône à la sieste. Et, heu et elle se disait: «En fait, c'est impossible que je travaille dans ces conditions, donc il me faut des stimulants». Donc c'est là qu'elle se prenait souvent un bon café, pas mal de cigarettes et en fait, tout au long de la journée, il y avait ce mécanisme de fumer égale me redonner un petit coup de peps pour tenir. OK. OK? Donc ça, c'était la première chose, la prise de conscience qu'on a fait ensemble de ça. Et alors, ce qui a été super intéressant après, c'est toutes les raisons sous-jacentes qui faisaient que ce besoin d'énergie n'était pas rempli. Alors, il y avait l'histoire d'un matelas, qui était inconfortable, OK. l'histoire d'un rideau qui n'était pas installé sur la fenêtre à côté du lit et qui fait que ça donnait en plus avec il y avait un vis-à-vis et du coup, ça créait pas cette, atmosphère cocooning, qu'elle pouvait ressentir en tout cas dont elle avait Dont tu avais besoin besoin. pour, être plus tranquille et plus prône à dormir. Hem, il y avait
un besoin d'inspiration et de stimulation qui faisait qu'elle passait pas mal de temps, en fait, le soir sur les réseaux sociaux. Elle cherchait, en fait, de l'inspiration, de la stimulation et donc ça, on a regardé ça autrement. On s'est dit: «Beh, en fait, comment, justement, comment tu pourrais répondre à ce besoin?» Elle me dit: «Bah, en fait, je pense que déjà, il faut que je change les livres que j'ai, sur ma table de chevet parce que c'est pas les bons livres et en fait, je les lis pas. Donc en fait, ça me je rentre pas dedans. Ensuite, bah, en fait, peut-être que je pourrais faire ça le matin, en fait, en me levant, ça pourrait même me donner un petit coup de boost, d'énergie, de lire des choses inspirantes. Donc en fait, plutôt faire ça le matin». On avait, évoqué aussi, certaines choses qui faisaient que dans son travail, elle ne se permettait pas de, lancer un projet qui lui tenait beaucoup à cœur, parce qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas réglées autour de certaines choses limitantes, bloquantes, qui n'étaient pas réglées et qui l'empêchaient d'aller plus loin dans ce projet-là. Et donc ce projet était une énorme source d'inspiration et de stimulation et donc on a regardé un petit peu qu'est-ce qui pouvait être en jeu. Ensuite, il y avait, sur la partie énergie, en fait, on a réalisé qu'il y avait beaucoup d'émotionnel rattaché à l'énergie. Pourquoi? Parce que quand elle était étudiante, elle avait, une maladie, heu, orpheline, qui était compliquée justement parce qu'elle était connue pour créer des difficultés autour de l'énergie, des pertes d'énergie, OK. fréquentes et en fait, elle s'est retrouvée dans des situations où elle se forçait à être en cours, pendant un certain temps, pendant ses études, heu et à lutter contre le sommeil où des fois elle s'endormait en cours et donc en fait, elle a associé quelque chose de très douloureux avec la notion de sommeil. Donc il y avait beaucoup d'émotionnel à apaiser autour de tout ce qui était énergie, sommeil. En tout cas, une fois qu'on a travaillé tous ces points et ben, il y avait plus besoin de cette addiction puisqu'elle avait retrouvé en fait un rythme global. Elle a mis en place aussi des rituels avant de se coucher qui préparaient beaucoup plus au sommeil. Ouais. Donc en fait, on a regardé qu'est-ce qui pouvait l'aider à aller décrescendo, en tout cas dans son énergie pour, être prête au sommeil à l'heure nécessaire, quoi et du coup de retrouver sa fenêtre de sommeil qui était autour de 8-9 heures, OK. et de faire en sorte que ce soit, beaucoup plus fluide quand elle va se coucher et quand elle se réveille. Bref, du coup, plus besoin de cigarettes. Donc ça, c'est un premier exemple et un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est une dame qui est venue me voir, pour, arrêter de boire et elle a réalisé qu'en fait, elle buvait régulièrement le soir. C'était principalement le soir, hem et quand je lui ai posé la question, enfin, en fait, quand on a fait ce premier exercice de mettre en conscience quels pouvaient être les besoins, qu'elle ressentait liés à la elle me dit: «Bah, en fait, j'ai pas mal de problèmes de sommeil, je suis obligée de prendre des médicaments pour dormir, et donc si je ne bois pas, en fait, j'ai la tête bien remplie et je cogite et ça m'empêche, de m'endormir». Et quand on a décomposé qu'est-ce qui pouvait justement, à quel moment elle pouvait avoir ces problématiques de pensée trop et sur quel sujet, et ben, on a vu qu'en fait, il y avait plusieurs choses, mais notamment, un deuil qu'elle avait à faire, récemment. Enfin, c'était OK. pas qu'il y avait quelques mois et c'est d'ailleurs ce qui l'a, amenée à reprendre, la consommation d'alcool et en fait, on a simplement donc là, par le biais, de l'hypnose interactive, on a travaillé sur l'énergie enfin le besoin de soulagement et on a été, vraiment l'ancrer dans une situation de soulagement. Puis ensuite, on a dans cet espace soulagé, on a accueilli cette émotion du deuil et donc elle a pu passer un moment, toujours par le biais de l'imagination, de l'intuition et de l'évocation, passer un moment avec sa sœur pour la laisser partir et en fait, tout ce processus s'est fait dans l'espace de l'inconscient, mais ce qui a été fabuleux et c'est une image que je garderai, beaucoup en tête parce qu'elle en fait, elle illustre tout ce qu'on se dit là. Ouais. C'est que dans cet espace de soulagement, à un moment, en fait, elle a fini dans une barque. Elle était dans une barque en train de se laisser bercer par les vagues. C'est une image géniale pour la notion de soulagement, tu vois? C'est le lâcher prise Ouais, complet, on est complètement. bien allongé, on profite et à un moment, elle me dit, «Bah, en fait, j'ai vu une bouteille remplie d'alcool et puis je l'ai jetée à la mer, quoi» et ce passage-là, pour moi, il est fabuleux parce qu'il représente vraiment ce tournant où enfin tu as réussi à accéder à un état intérieur total et donc tout d'un coup, tu vois que la substance, le truc auquel tu avais ancré ce besoin, il t'est plus nécessaire et donc tu peux le jeter. Et depuis, en une séance, alors ça c'était assez impressionnant, mais en une séance,
Du coup, le deuil était passé, les émotions étaient tranquillisées, donc plus besoin de médicaments pour dormir, elle s'endormait sans problème et OK. l'addiction a disparu. Donc bon, ça c'est un des cas fabuleux où ça se passe en une séance, c'est pas toujours le cas. En général, il faut 4 à 6 séances, voire des fois un tout petit peu plus. Mais image fabuleuse qui explique que oui, en fait, il y a bien une corrélation entre le besoin d'un certain état et la présence, la nécessité ou non de cette addiction. OK. Voilà. Merci beaucoup pour, ces exemples qui sont inspirants. Moi, ce qui me vient en tête là, c'est, finalement, sans chercher à réduire, c'est, tu accompagnes à se reconnecter à soi, à l'intérieur, à trouver ces zones de confort, je vais dire même de réconfort, sans avoir ces besoins extérieurs et que c'est, une partie de ton travail que de défricher le chemin pour ne plus avoir, ces besoins, extérieurs. Enfin, je vois bien cet exemple de la bouteille ou dans une barque, ça me parle beaucoup, de se sentir, suffisamment bien, ancré pour, pouvoir jeter ce qui, te servait de béquille, jusqu'ici. Ouais, bah, écoute, ce que la manière dont tu réponds à ça, c'est vrai, tu sais, dans les notions plus spirituelles, enfin, notamment le bouddhisme, il y a cet aspect de réaliser que tout est en soi, c'est cet état d'abondance. Et ben, oui, dans un sens, c'est ça qu'on fait. En fait, le besoin, on y répond de l'intérieur parce qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour répondre à ce besoin. Alors, des fois, c'est, hem, ça implique de faire certaines choses, bien sûr, ce qu'on a vu avec le coaching, mais néanmoins, ça part de soi Mmh. et que l'idée, progressivement, de réaliser que tout part de soi, bah, ça crée, oui, une sorte de réintégration totale de qui on est, de soi, mais dans sa globalité et notamment de toutes les émotions positives qui existent déjà à l'intérieur de nous, de les remplir de l'intérieur et donc ça veut dire qu'on enlève la dépendance à l'extérieur progressivement. Et donc, on se retrouve dans un soi plus complet, forcément, puisqu'il est moins dépendant, plus autonome, en tout cas sur le plan émotionnel. Ouais.